Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, la communauté internationale s'est passablement élargie. La transformation des dynamiques internationales à tous les égards force les organisations internationales, l'ONU au premier chef, à s'adapter. À cet égard, les critiques sont nombreuses. Pour plusieurs, l'ONU est devenue inefficace. Professeur associé au département de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Raymonde Martineau est une ex-fonctionnaire des Nations unies. Elle accepte aujourd'hui de nous éclairer sur un sujet souvent absent des écrans radars médiatiques, celui de la diplomatie internationale sur le terrain. Un travail de fond et surtout de patience. Raymonde Martineau, merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question sans doute générale, mais que je considère tout de même incontournable, particulièrement dans le contexte international actuel, marqué par la multiplication, j'oserais dire, des États après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On en compte près de 200 aujourd'hui quand même. L'explosion démographique à l'échelle du globe, les rapports interétatiques, donc entre les États, qui eux aussi semblent de plus en plus complexifiés, la divergence des intérêts, etc. La question que je me pose, elle est bien simple. En 2012, est-ce que les grandes organisations diplomatiques, les grandes organisations internationales, l'ONU au premier chef, sont encore pertinentes? Je dirais que plus que jamais. Et même si beaucoup de gens remettent en question justement ces grandes organisations, entre autres l'ONU, en disant que ce sont des organisations où on parle beaucoup mais où rien ne se fait, je crois que la presse souvent ne reflète pas ce qui s'y passe véritablement. On ne voit surtout à la télévision que les réunions du Conseil de sécurité, de temps en temps l'Assemblée générale et les missions de la paix, surtout quand ça va mal. Et on ne se rend pas compte que dans ces grandes organisations, il y a énormément d'acteurs. Et pas simplement les gouvernements, mais entre autres les organisations non gouvernementales, dont plusieurs ont un statut consultatif avec les Nations unies et peuvent donc contribuer, et aussi les fonctionnaires internationaux, dont j'ai fait partie pendant 25 ans, et qui ont aussi un rôle à jouer. Mais pour qu'on puisse vraiment comprendre et avoir une idée réelle des Nations unies, il faut toujours avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que c'est une organisation composée de gouvernements. Même s'il y a d'autres acteurs, les décisions sont prises par les gouvernements, et ce sont les gouvernements qui ont créé l'organisation et qui ont fait en sorte que le pouvoir reste dans leurs mains, ou du moins qui ont espéré que le pouvoir resterait dans leurs mains. Et d'un autre côté, il faut toujours avoir présente à l'esprit aussi la Charte des Nations unies. Oui, petit bouquin quand même. Oui. C'est tout petit. Et effectivement, on n'y revient pas très souvent. Et on pense que lorsqu'on dit « nous, peuple des Nations unies », oh oui, c'est une belle phrase et ça ne veut rien dire. Mais je dirais que la Charte des Nations unies est la conscience humanitaire actuelle. Et si elle a été rédigée dans des termes qui sont, si vous voulez, peut-être paraissent idéalistes, c'est qu'elle a été rédigée après la Seconde Guerre mondiale, où le monde était dans une situation catastrophique, et où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser cette situation et pour que plus jamais il n'y ait de guerre? Et on n'a rien trouvé de mieux que de dire, parlons ensemble. Mais quand vous me dites justement plus jamais et qu'on parle, on évoque la création de la Charte en 1945 ou dans ces eaux-là, nous, peuple des Nations unies, bon, ça commence comme ça, et ça ressemble étrangement, bien sûr, à la Constitution américaine. Absolument, oui. Est-ce que, justement, aujourd'hui, cette charte-là, qui est imprégnée beaucoup de cette puissance, de peut-être cette omniprésence des États-Unis à l'échelle internationale, est-ce qu'aujourd'hui, avec justement la multiplication des États et l'émergence de d'autres États, est-ce que ça ne devient pas un peu un irritant? C'est sûr que c'est un défi.
Parce que la situation dans le monde est telle qu'il y a des grandes puissances, qu'il y a des pays qui sont plus forts que d'autres. Et d'autre côté, vous avez l'Assemblée générale des Nations unies, où vous avez 192 États membres, je crois, à l'heure actuelle, qui ont le même pouvoir, c'est-à-dire ils ont chacun un vote. Mais c'est sûr, plusieurs vont dire, mais ça ne correspond pas à la réalité, parce que le vote des États-Unis, même s'il ne vaut qu'un point comme le vote du Tuvalu, ou je ne sais pas, ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est vrai. Et c'est ça la contradiction entre la Charte, qui voudrait que tous les États soient mis sur le même pied, et la réalité avec laquelle nous devons composer. Et je crois que nous devons être très réalistes vis-à-vis de cela, mais en même temps, ne pas désespérer qu'on peut arriver à établir plus d'égalité. Et je crois que c'est ça que les Nations unies ont voulu faire dès le départ, mais c'est sûr, quand on disait « nous, peuple des Nations unies », les gouvernements avaient derrière la tête « nous, gouvernement des Nations unies ». Oui. On a mis cette belle phrase parce que ça faisait bien. Mais, comme la phrase est là, il y a beaucoup d'autres entités qui se sont dit « mais les peuples, c'est nous ». Je pense aux organisations non gouvernementales qui ont réussi un tour de force à faire mettre dans cette charte un article 71 qui dit que le Conseil économique et social, qui est un des grands organes des Nations unies, peut consulter les organisations non gouvernementales. Parce qu'on s'est rendu compte, à la création des Nations unies, qu'on en avait besoin, parce qu'elles avaient de l'expertise dans différents domaines, que ce soit le social, que ce soit l'économique, que ce soit dans le domaine des droits de la personne, etc. Et donc, ces organisations ont dit, nous représentons aussi les peuples. C'était donc d'ouvrir la voie à d'autres voies, justement, que l'État. Absolument. Et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que les États signeraient à nouveau la Charte sur ces bases-là? Je ne crois pas. On peut se questionner. Je crois que l'article 71, ou n'y apparaîtrait pas, ou ce serait beaucoup plus restrictif. Mais il est là, et changer la Charte, vous savez combien c'est compliqué, modifier la Charte. Alors, les organisations non gouvernementales en ont profité. Et c'est grâce à ces organisations que beaucoup de questions sont arrivées sur l'ordre du jour des Nations unies que les États n'auraient jamais eu intérêt à traiter. Et au premier chef, je dirais, les droits de la personne. C'est sûr que, et même dans la Charte, les mentions des droits de la personne, c'est grâce à la présence d'organisations non gouvernementales à San Francisco, dans la délégation américaine à la création des Nations unies, que les pressions se sont faites pour inclure dans la Charte des mentions de la protection des droits de la personne. Elle disait des droits de l'homme, mais bon. Avant d'aller sur justement l'aspect des droits de la personne qu'on va certainement aborder, dans les cas justement de conflit, prenons le cas actuel, un cas patent, le cas syrien, dans des cas comme ceux-là, où on semble avoir beaucoup de misère à régler ce conflit, à trouver une façon d'intervenir, trouver une façon consensuelle d'intervenir. Comment se fait-il que c'est aussi long? C'est toujours trop long, c'est clair, pour les victimes. Il y a tellement de victimes à l'heure actuelle dans ce conflit, c'est terrible. Mais on dit c'est long et on blâme les Nations unies que ce soit long. Mais pensez, si les Nations unies n'existaient pas et qu'il y avait ce conflit syrien, vous n'auriez en présence que non seulement les opposants internes, mais les forces externes, les grandes puissances qui ont des intérêts dans cette région et qui ne veulent pas que le conflit se règle de la façon dont il devrait se régler. Et si on sait ce qui se passe en Syrie, et s'il y a quand même des voix qui peuvent se faire entendre pour essayer de résoudre le problème, c'est bien à cause des Nations unies. Et le secrétaire général, Ban Ki-moon, a été très clair sur ça et a parlé très fermement. Vous me direz, il a parlé, mais qu'est-ce qui a abouti? Naturellement, il n'a pas le pouvoir qu'ont les membres permanents du Conseil de sécurité. Et quand on parle du Conseil de sécurité, justement, est-ce que sous sa forme actuelle, le Conseil de sécurité
et menotté. Oui, je me souviens quand je suis arrivé aux Nations Unies, j'avais la conception que vraiment ce droit de veto aux Nations Unies, c'est complètement dépassé. Oui. Et j'espère qu'on va se débarrasser de cela. Et il y a toutes sortes de tentatives pour le faire, mais on n'y arrive jamais. Non. Mais quand on regarde la réalité, même si demain on abolit le droit de veto des 5 grandes puissances, dans la réalité, ça ne changera pas grand-chose. Parce que même si on arrive à passer des résolutions sur des questions qui concernent la sécurité internationale et qu'une des grandes puissances n'est pas d'accord ou deux, dans la pratique, ça ne changera rien. Donc, c'est le droit de veto, bon, a été établi par les vainqueurs de la dernière guerre mondiale pour justement garder dans leurs mains un certain pouvoir. Oui, voilà. Alors, qu'on enlève le droit de veto, si le pouvoir n'est pas enlevé, on ne va pas changer grand-chose. Et c'est sûr que le Conseil de sécurité est le pivot tournant pour la solution des conflits. Mais même lorsque le Conseil de sécurité s'entend sur une résolution pour intervenir dans un pays, envoyer une mission de maintien de la paix, nous avons vu très souvent, peut-être pas très clairement, mais on le voyait bien sur le terrain, les grandes puissances qui ont accepté une résolution au Conseil de sécurité et qui, derrière, continuent à défendre leurs intérêts, où chacun interprète la résolution du Conseil de sécurité, parce qu'il faut voir comment les résolutions du Conseil de sécurité se prennent. Oui. Ce sont des compromis. Au chapitre des droits de l'homme, justement, des droits humains, encore une fois, les organisations internationales comme l'ONU semblent relativement menottées. En tout cas, du moins, plusieurs estiment que c'est encore d'une lenteur incroyable à faire bouger les choses. Et qu'encore une fois, la souveraineté de l'État l'emporte, parfois au détriment des droits humains. Oui, effectivement. Mais bon, j'ai eu l'occasion, parce que j'étais basé à Genève, où se passent les réunions sur les droits de l'homme, et que j'étais chargé des relations avec les organisations non gouvernementales, de suivre de très près, depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui, l'évolution des droits de l'homme aux Nations Unies. Mais je peux vous dire que, vous dites que c'est lent, mais je peux vous dire que ce qui s'est fait pendant ces années, c'est d'une certaine façon extraordinaire. Parce que depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez eu toute une série d'instruments, de conventions sur la torture, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits des handicapés, etc. Non seulement des conventions ratifiées par des pays, mais aussi des mécanismes pour que les pays rendent compte de ce qu'ils font pour mettre en œuvre cette déclaration. Vous avez toute une série de rapporteurs spéciaux qui peuvent aller dans les pays pour voir sur place ce qui peuvent rencontrer les acteurs de la société civile. Et les acteurs de la société civile, les ONG peuvent intervenir, etc. Et c'est cette pression qui a fait que les États ont été obligés d'abandonner une certaine partie de leur souveraineté. Je me souviens qu'au début, quand on parlait de droits de l'homme et qu'un ONG venait et dénonçait ce qui se passait dans tel pays sur les droits de l'homme, l'État le dit, je m'objecte, tout ça, c'est de mon ressort, c'est une affaire interne et vous n'avez pas à intervenir dans cela. Et peu à peu, de moins en moins d'États ont été capables de dire ça. Parce qu'ils avaient ratifié, parfois parce que si on ne ratifie pas, on a l'air d'avoir quelque chose à se reprocher, donc on ratifie la Convention, mais on s'arrange pour que les gens dans notre pays ne savent pas qu'on a ratifié, mais il y en a qui le savent quand même. Et donc, ces États ont été amenés peu à peu aussi à être obligés d'admettre qu'ils n'ont pas le monopole de contrôle de ce qu'ils font avec leurs citoyens. C'est déjà une grande avance, mais c'est sûr que les États restent quand même souverains. Oui. Et que c'est à l'intérieur, ce sont les forces intérieures de la société civile nationale, aussi appuyées par la société civile internationale, qui peuvent aider à changer les choses. Mais est-ce que vous évoquez là, est-ce qu'au fond, c'est pas un peu une vision plus réaliste de ce qui se passe, qui peut paraître effectivement peut-être un peu choquante à certains égards, étant donné des fois la lenteur des processus, mais vous constatez de fait un progrès réel? Absolument, absolument. Et c'est sûr qu'il faut être réaliste. Et
c'est une chose aux Nations unies, si vous êtes un des acteurs aux Nations unies, surtout si vous n'êtes pas un des représentants d'un État, et même là, il faut beaucoup de persévérance. Oui, voilà. Il faut d'abord arriver avec une conviction que c'est possible de changer quelque chose. Et j'ai vu des choses qui ont changé grâce à la détermination d'un individu, qui ont réussi à faire passer des choses que, au début, personne ne croyait possible. Donc, tout est possible. Mais il faut avoir d'abord une détermination, une vision de ce qu'on veut et utiliser d'une façon réaliste les Nations unies. Pas les Nations unies qu'on rêve en disant voilà. Arrive là, j'ai vu des représentants d'ONG arriver au début et partir complètement découragés. De dire mais c'est épouvantable, mais ces États racontent n'importe quoi, c'est des mensonges que chez eux tout se passe bien, etc. Oui, ça fait partie d'un certain jeu, malheureusement, si on peut dire, mais il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte des relations entre les États, qu'à un moment donné, les questions économiques sont plus importantes que les questions de la personne. Donc, il faut être réaliste, il faut être déterminé. Dans un deuxième temps, puis en discutant quelque peu avant l'entrevue, vous me disiez que vous faisiez une véritable différence entre ce que l'on perçoit de l'ONU et la réalité. Derrière cette image, notamment du secrétaire général, les images d'actualité. Est-ce à dire qu'un peu à la manière justement de nos gouvernements, le travail de fond où une grande part du travail de l'organisation internationale se fait dans l'ombre, loin des projecteurs, même, je dirais, presque dans l'indifférence? Oui, elle se fait dans les coulisses, très souvent. Et alors, quand j'avais, par exemple, des stagiaires dans mon bureau qui arrivaient pour, entre autres, la Commission des droits de l'homme après le Conseil, alors je disais, regardez bien les bars ici. Il y a des bars, là, où on va boire des choses, près des salles de réunion. Observez ce qui se passe là. C'est parfois plus intéressant ou aussi intéressant que ce qui se passe dans la salle de réunion. Vous avez deux délégués qui se sont royalement opposés. Bon, je prends par exemple l'Inde et le Pakistan parce que c'est une chose classique. Oui. Alors, dans beaucoup de réunions, alors le Pakistan dit oui, c'est l'Inde, sur le Cachemire par exemple. Alors l'autre, et puis ils se disputent, et puis tout à coup, vous les voyez au bar en train de prendre un café ensemble. Alors, vous dites, est-ce que c'est des hypocrites? Non, ce n'est pas des hypocrites. Ils ont chacun un rôle à jouer sur la scène. Mais derrière, ils sont aussi responsables de faire avancer certaines négociations. Et donc, ils ont avantage à parler avec l'opposant. Et il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai suivi beaucoup ce qui s'est passé et j'ai vu tout cela évoluer sur la question des Autochtones, qui intéressent naturellement beaucoup ici au Canada. Les Nations unies ont fait énormément en ce qui concerne les droits des populations autochtones. Et tout cela est parti grâce à des organisations non gouvernementales qui ont poussé les délégations des Nations unies à s'occuper de cette question des violations des droits des peuples autochtones. Donc, c'est devenu un forum pour les organisations autochtones et aussi un lieu d'éducation et de formation à l'international pour des peuples autochtones qui, sans cela, jamais n'auraient su comment se rendre aux Nations unies et comment voir comment on peut utiliser les Nations unies. Considérant justement la lenteur des procédures et surtout la limitation, je dirais, de la capacité d'agir des organisations internationales, non gouvernementales, compte tenu de l'ouverture parfois ou la fermeture des États selon les cas, diriez-vous justement que la patience, l'extrême patience, oserais-je dire, est la principale qualité du diplomate ou du fonctionnaire à l'international? C'est une des principales qualités, ça, certainement. Oui. Certainement. Il faut... Et pour avoir cette patience-là, cette constance, il faut avoir une vision. Il faut vouloir arriver à quelque chose. Ce qui est important souvent, c'est de penser aux sans-voix. Tous ces gens qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas représentés par leur gouvernement, et même dans les démocraties. Les gouvernements représentent une certaine partie de leur population. Certains sont plus représentatifs que d'autres. Et si c'est une démocratie, on peut dire qu'idéalement, ils représentent toute leur population.
Mais même là... Quand vous parlez des sans-voix, vous évoquez les minorités? Les minorités. Il était même une époque, et là ça a changé un peu, mais au début des Nations Unies, et même quand je suis arrivé, on pouvait même mettre les femmes dans ce domaine-là. Parce que les gouvernements, étaient tous composés d'hommes qui ne tenaient pas compte des femmes. Alors, donc, dans ça, vous mettez c'est sûr, les minorités, les populations autochtones, les handicapés, tous les persécutés, les gens qui sont en prison, etc., et même les enfants dans beaucoup de pays. Alors, et ce sont ces gens-là pour qui, je crois, les Nations Unies peuvent être non seulement un espoir, mais que les nations peuvent les aider à avancer et à faire entendre leurs revendications. Vous pensez qu'aujourd'hui, cet espoir-là, il est encore présent? Absolument, absolument. On peut y croire encore? On peut y croire encore, tout à fait. Et je crois qu'on doit appuyer les Nations Unies. Il faut être critique par rapport aux Nations Unies, je suis la première à le dire. Mais il faut des critiques constructives et il faut des critiques réalistes. Quand on regarde, et on parlait tout à l'heure de la montée de puissance, on pourrait dire, de pays émergents, je pense notamment à la Chine. Quand on regarde un peu cette montée-là de pays en voie de développement, et au point de vue économique, on connaît maintenant la puissance de la Chine, est-ce que ça peut redéfinir de façon profonde l'ONU? Ça peut redéfinir le fonctionnement, c'est sûr. Redéfinir l'ONU de façon profonde, pas dans, si vous voulez, dans ses buts, ses orientations, mais dans son fonctionnement. C'est clair. Bon, le premier, c'est le Conseil de sécurité. On dit le Conseil de sécurité, si on veut garder le droit de veto, si on ne peut pas s'en débarrasser, il faudrait qu'il y ait d'autres puissances. L'Afrique n'est pas représentée, l'Amérique latine non plus, et alors il y a des tractations pour que le Conseil de sécurité soit plus représentatif. C'est sûr que ça pourrait là être un endroit où ces pays émergents, bon, quand on dit la Chine comme pays émergent, c'est un cas un peu particulier parce que la Chine est une grande puissance, elle a déjà ce droit de veto, mais je pense à des pays comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, mais il y a des régions qui ne sont pas représentées. L'idéal, ce serait qu'il y ait que le Conseil de sécurité soit vraiment la représentation de toutes les régions. Voilà. Qu'il y ait des consensus à l'intérieur des régions avant que les choses n'arrivent au Conseil de sécurité. Parce que là, si quelque chose arrive au Conseil de sécurité et que, par exemple, l'Afrique n'est pas du tout impliquée dans la décision qui est prise et qui la concerne, il n'y a pas grand chance que ça porte des fruits. Oui. Et de votre expérience, croyez-vous en une ouverture à partager le pouvoir davantage? Bon, je ne sais pas si de leur part il y a ce désir de partage, mais je crois que ce sera inévitable. C'est dans la mesure, c'est une question de puissance, si vous voulez. Voilà. Dans la mesure où des pays émergents deviennent plus puissants économiquement, parce qu'il faut bien le dire. Bien sûr. Ils vont être obligés de partager. Ils n'auront pas le choix, même s'ils ne sont pas très contents. Mais c'est sûr, même le partage n'est pas facile, parce que même si on dit, en Amérique latine, par exemple, on parle du Brésil, l'Argentine dit, et nous aussi, on est un grand pays. Alors, en Afrique, on dit l'Afrique du Sud, mais l'Égypte dit, mais nous, on est un grand pays, le Nigeria, nous aussi, etc. Voilà. Chacun veut jouer ce rôle. Dernière question en terminant, et qui recoupe un peu ce dont on parle présentement. Quand on regarde le portrait actuel, justement, de la planète, la redéfinition des rapports de force, la montée en puissance, justement, de pays émergents, quels sont, selon vous, les plus grands défis de l'ONU? Un des grands enjeux, c'est la question des conflits régionaux. Quand vous voyez l'Afrique avec tous les conflits qui se passent, que la région n'arrive pas à résoudre, je crois que ça, c'est un des plus grands défis. Maintenant, ce défi, c'est très complexe parce qu'il y a toutes sortes de composantes à l'intérieur de ces conflits. Je pense à la République démocratique du Congo, dont on a tellement parlé.
c'est sûr qu'il y a tellement d'intérêts présents en République démocratique du Congo. J'y étais, moi, l'année dernière. Et même si on n'y est pas très longtemps, on voit la richesse de ce pays et on voit la présence d'intérêts étrangers de toutes les sortes sur le terrain pour arracher la richesse à ce pays dont les habitants n'en profitent pas. L'autre défi, c'est la question de l'environnement. Je crois d'arriver à pouvoir conscientiser davantage les pays à adopter des mesures et à voir à plus long terme. On en revient toujours à ça. Oui. Bon, les droits de l'homme restent toujours un défi, mais je dirais que sur ce plan, on a plus de mécanismes. On peut travailler davantage, mais je crois qu'au niveau des conflits, on n'a pas arrivé à trouver les façons de traiter ça, et l'environnement, la même chose. Et donc, si on prend acte de ce qui s'est passé depuis 1945, on peut vraiment dire que rien n'est impossible encore aujourd'hui. Absolument, rien n'est impossible. Et il faut le croire et il faut agir en sorte et non pas baisser les bras en se disant « de toute façon, on ne changera jamais l'être humain, il sera toujours comme ça ». Souvent, j'entends ça, mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de ce qu'est l'être humain. Oui. Mais en même temps, on ne peut pas dire l'être humain sera toujours comme ça et puis donc on ne peut rien faire. Eh bien, sur ces notes d'espoir, Raymond Martineau, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir.